Parcoursup, ça effraie beaucoup les parents, pas que les étudiants. Les lycéens ont souvent l'impression que leur dossier, les bulletins, se résument à des notes. En fait, il y a beaucoup plus que des notes. Qu'est-ce qui fait qu'une lettre de motivation sort du lot par rapport à une autre? Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde avec l'IA. On n'écrit pas à 17 ans une lettre de motivation comme on le fait à 40 ou 50 ans. Donc c'est pas à vous, parents, que je demande d'écrire une lettre de motivation, c'est bien à votre enfant. Nos étudiants qui sortent du lycée, ils ont 16, 17, 18 ans. Ils sont pas lisses, ils sont pas plats. Il y a certains établissements, certains lycées qui vont noter de manière très différente, plus sévèrement ou moins sévèrement. Oui. Comment est-ce que vous prenez en compte ces différences? Mais encore une fois, on peut être bon dans une classe brillante. Peut-être que si on avait été dans une autre classe, le classement serait différent, oui. Et pour autant son niveau ne change pas. C'est probablement le premier entretien auquel les lycéens vont être confrontés. Mais c'est le premier entretien de leur vie, c'est pas le dernier entretien. Je dois avouer que je connais Parcoursup et je sais en fait à quel point ça peut être alors inquiétant et en même temps on y survit. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne d'Institut Multitélécom Business School. Et aujourd'hui, je me trouve en compagnie de Jennifer Mallet, qui est la directrice du Bachelor. Bonjour Jennifer. Bonjour Estelle. Bonjour à tous. On a regroupé beaucoup de questions que les parents se posent. Et c'est normal. Concernant Parcoursup. Parcoursup, ça effraie beaucoup les parents, pas que les étudiants. Pour commencer déjà, Jennifer, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est le Bachelor à IMTBS? Alors, le Bachelor d'Institut Multitélécom Business School, c'est un programme en 3 ans qui va former vos enfants au métier du management. Métier du management avec un angle particulier qui est comment prendre des décisions dans un monde qui est en mouvement permanent, un monde en transformation sur l'intelligence émotionnelle, l'intelligence digitale, sur les transformations aujourd'hui sociétales, un monde qui est ouvert sur l'autre avec des transformations géopolitiques majeures et puis des étudiants qu'on va emmener à l'autre bout du monde pour se rencontrer, se découvrir et qu'on va amener à être des futurs professionnels pour rentrer sur le marché du travail ou qu'on va amener à poursuivre leurs études peut-être sur d'autres programmes. Jennifer, on parle d'un bachelor, mais concrètement, est-ce qu'il est reconnu? La reconnaissance, il faut l'avoir à plusieurs éléments. Oui, c'est reconnu déjà, pour répondre à ta question. Il faut l'avoir à plusieurs niveaux. Institut Multitélécom Business School, c'est une école publique, c'est l'école de commerce de l'Institut Multitélécom. Donc ça déjà, en termes de gage, de reconnaissance, de pérennité, de statut, enfin voilà, je crois que tout est dit. Ensuite, au niveau du bachelor en tant que tel, le bachelor délivre le grade de licence. Le grade de licence, c'est le seul niveau de reconnaissance qui garantit, sans date de péremption, à vie, sans limite de temps, qui garantit à vos enfants à la fois une insertion sur le marché du travail, une possibilité de poursuite d'études en France ou à l'international. Ça veut dire que ça soit dans 3 ans à l'issue du programme, que ça soit dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, quelle que soit l'évolution de leur carrière, quel que soit ce qu'ils ont envie de faire ou de réinventer tout au long de leur vie, vos enfants pourront faire ce qu'ils veulent en France, à l'international, reprendre des études, poursuivre des études, se réinventer parce que leur diplôme ne perdra jamais en qualité. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce qu'on intègre le programme? C'est une étude de dossier. Une étude de dossier, à la fois le dossier scolaire, de première, de terminale, des éléments liés au bac de français, à un examen d'anglais, et puis un entretien de motivation qui va se faire sur place pour les étudiants qui sont proches de nous ou alors à distance pour ceux qui pourrait être plus loin à l'international par exemple. Est-ce qu'il y a une différence de traitement ou de valeur entre un étudiant qui va le faire à distance et un étudiant qui va le faire en physique, qui va se déplacer pour venir ou qui va le faire donc de chez lui? Certainement pas. Une différence d'évaluation, ça voudrait dire qu'on surcoterait ou qu'on sous-coterait une des deux approches, alors qu'un étudiant aura eu la possibilité de se déplacer jusque chez nous et on ne va pas pénaliser un étudiant qui habite typiquement au milieu de l'océan Indien ou de l'océan Atlantique, du golfe du Mexique, parce que juste il habite à l'autre bout du monde. On vient de parler du bachelor, du grade, du processus d'admission, mais concrètement, qu'est-ce que vous regardez dans un dossier? On va aller essayer de trouver dans le dossier la personnalité du candidat. Les lycéens ont souvent l'impression que leur dossier, les bulletins, se résument à des notes. En fait, il y a beaucoup plus que des notes. Et Parcoursup
Parcoursup révèle beaucoup plus que des notes. On a des notes, on a des appréciations. Et ces appréciations vont nous révéler des choses par des gens qui connaissent les candidats. Et puis, on va avoir des éléments, lettres de motivation, les réponses aux 4 grandes questions. Et nous, on va essayer d'aller comprendre l'individu qui se trouve derrière ce dossier. Je crois que cette notion d'individu, c'est notre cœur de métier. On est une école publique, on a un modèle qui est particulier et qui fait qu'on a des promotions à taille humaine. C'est pas une façon de parler, on a des promotions de 100, 120 étudiants. 100, 120 étudiants, ça veut dire que je connais chacun de mes étudiants. Je les accompagne à partir du moment où ils candidatent chez nous, ils rentrent chez nous, chacune de leurs années, dans leur choix et jusqu'à la diplomation. Je les accompagne, je les connais. Je connais leur parcours et je les accompagne pour grandir et pour devenir des adultes responsables de leurs choix, responsables de leurs engagements. Et donc on a besoin de comprendre qui sont ces gens qui candidatent chez nous et de comprendre à quel point ils vont vouloir s'engager. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on regarde ? Eh bien on va les regarder en fait, ces personnes, et essayer de découvrir ces personnalités, d'aller chercher ces personnes qui ont envie de s'engager, qui ont envie d'être les acteurs de ces transformations. J'ai parlé tout à l'heure de la transformation, du monde qui change, mais on a besoin de gens qui sont là, qui vont se saisir des transformations pour faire en sorte qu'on aille sur, je dirais, les bonnes transformations, d'aller être des acteurs qui vont s'engager vers la bonne voie. Alors, il n'y a pas qu'une seule bonne voie, il y en a plein, mais on sait aussi qu'il y a certaines voies qui sont peut-être pas les meilleures. Donc, comment est-ce que je fais en sorte d'être celui qui va peut-être oser défier le système pour des fois avoir une voie qui va porter, d'être des fois le petit grain de sable qui va faire dévier le système et faire en sorte qu'on ait un monde meilleur demain que celui d'aujourd'hui et puis après-demain meilleur que celui de demain et faire bouger les choses favorablement pour le futur. Et tu parlais de lettre de motivation à réaliser pour le dossier. Qu'est-ce qui fait qu'une lettre de motivation sort du lot par rapport à une autre ? Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde avec l'IA ou même avec tout simplement à l'époque, mon époque, on tapait sur Google lettre de motivation type et on recopiait en changeant quelques termes. Qu'est-ce qui fait qu'une lettre de motivation vraiment va t'attirer plus qu'une autre ? Alors déjà, le premier élément de réponse, c'est on demande une lettre de motivation. Au début de Parcoursup, la lettre de motivation, elle était obligatoire. Aujourd'hui, elle est facultative. Facultative, ça veut dire que nous avons le choix de demander une lettre de motivation. Okay. Si on la demande, ça veut dire qu'on la lit. Si on ne la demande pas, on ne va pas la lire. Ne vous dites pas, je vais mettre une liste de recettes, enfin une recette, une liste de courses ou n'importe quoi. Tous les ans, on voit une personne qui le fait. Okay. Sur les 25 000 formations et les 600 000 lycéens qui candidatent, oui, tous les ans, il y a un article. C'est l'exception qui confirme la règle. On se doute bien qu'effectivement, il peut y avoir un couac. Et c'est possible, il y a quelqu'un qui fait le buzz. Très bien, c'est possible. Maintenant, chez nous, ça n'arrivera pas parce que toutes les lettres sont lues par une personne. Ok. On est l'école de commerce de l'intelligence artificielle, de l'intelligence digitale. On a les moyens en interne de le faire. On a des enseignants-chercheurs dont le cœur de métier, c'est l'intelligence artificielle. Donc on pourrait l'automatiser. On doit à nos candidats, parce qu'ils y ont passé du temps, parce qu'ils ont un engagement personnel, on leur doit, nous, humainement, de prendre ce temps aussi pour leur dossier. Oui. Donc déjà, on va le lire. Donc effectivement, la question de comment est-ce qu'on se différencie, déjà, on ne fait pas de faute. Déjà, c'est hyper important. Bon, après, on peut au minimum demander à ChatGPT de corriger uniquement les fautes, tu vois. Alors, soit on a quelqu'un dans sa famille qui corrige bien, et c'est possible, je dirais de façon traditionnelle à l'ancienne, soit effectivement, on peut demander à ChatGPT de corriger les fautes. Ça, au moins, l'intelligence artificielle, ça là-dessus, elle le fait bien. Pour le reste, il faut être clair, la place dédiée à la lettre de motivation, elle est restreinte, elle est limitée. Donc, il va falloir mesurer et pondérer ses mots. Ensuite, on fait attention à personnaliser sa lettre, parce que recopier la même lettre dans toutes les formations, ça marche pas. Donc on fait attention de bien s'adresser à la bonne formation, au bon établissement. Et puis, on n'écrit pas à 17 ans une lettre de motivation comme on le fait à 40 ou 50 ans. Donc c'est pas à vous, parents, que je demande d'écrire une lettre de motivation, c'est bien à votre enfant. Et il va écrire une lettre de motivation qui est peut-être maladroite, mais qui va être quelque chose qui est un peu passionné. Et qui va démontrer, encore une fois, on parlait d'individu, de personnalité, qui va me démontrer sa personnalité. Ce qu'il a envie, elle va être personnelle. Ouais. Et moi, c'est ça que je cherche. C'est pas un truc tout lisse, tout plat. Parce que nos étudiants qui sortent du lycée, ils ont 16, 17, 18 ans. Ils sont pas lisses, ils sont pas plats, ils sont passionnés, ils sont des ados. Donc ils ont envie et puis ils savent pas se pondérer. Et donc ça, on a envie de le voir, on a envie de le voir transparaître, on a envie de le lire. Et on a envie, en fait, de lire des gens qui ont envie de croquer la vie. Et c'est ça qu'on va aller chercher dans la lettre de motivation. Et tu me disais tout à l'heure qu'il y avait également 4 questions en plus de la lettre de motivation. Oui. Est-ce que vraiment vous les regardez en plus? Est-ce que vous lisez toutes les réponses? Alors oui.
La particularité des 4 questions, c'est que contrairement à la lettre de motivation, elles ne peuvent pas être personnalisées. Donc là, pour le coup, on est vraiment sur une réponse qui est très construite. Il faut prendre le temps de construire ces réponses. Et si pour une des questions, je ne sais pas, une expérience internationale, une prise de responsabilité, si on n'a rien à répondre, il ne faut pas chercher à répondre. Et il ne faut pas se dire « Oh, ce qu'a fait mon copain, c'est super sympa, je vais le recopier. Parce que nos étudiants vont passer par des entretiens. Au moment de l'entretien, les membres du jury vont avoir accès à ces questions. Vont avoir accès aux réponses. Et ça fait partie en fait de la dynamique de l'entretien. Au moment de l'entretien, en fait, c'est une suite de... C'est une suite. Et puis on s'intéresse à la rencontre de notre candidat. C'est vraiment centré sur le candidat, le rencontrer, le découvrir. Et ça vient alimenter en fait, je dirais la découverte du candidat. Donc on va aller poser des questions autour de ça. Encore une fois, les caractères sont limités. C'est vraiment des caractères. Hein. Donc là pour ça, Word, tout à l'heure on parlait d'intelligence artificielle. Là pour le coup Word qui décompte les caractères, c'est très bien. On se fait relire, on fait pas de fautes et on structure sa réponse. Et des fois on peut pas tout dire. C'est pas grave, on garde la surprise pour l'entretien. On peut créer une sorte de suspense. Exactement. Donne envie. C'est une bonne stratégie, ça. C'est une bonne stratégie. Ce qu'il faut aussi démontrer dans ces réponses, contrairement à la lettre de motivation, c'est la capacité d'analyse, de prise de recul. Donc c'est pas juste, j'ai fait ça, plof, je l'ai plaqué en descriptif, j'ai fait ça. C'est, j'ai fait ça. Et voilà ce que j'en ai appris. Ou voilà ce que je ferais différemment aujourd'hui. Et là, on essaye de démontrer que, en fait, on est quelqu'un qui est capable d'analyser, de prendre du recul, qu'on est sorti grandi de cette expérience. On vous pose 4 questions, en fait, avec un objectif qui est qu'est-ce que ça vous a appris, comment vous en êtes sorti grandi, et donc montrez-nous que vous en êtes ressorti grandi. Jennifer, je vais revenir un peu en arrière sur les dossiers. Il y a certains établissements, certains lycées qui vont noter de manière très différente, plus sévèrement ou moins sévèrement. Oui. Comment est-ce que vous prenez en compte ces différences ? En fait, c'est un élément qui est très important dans l'évaluation du dossier, c'est vraiment crucial. Les lycées qui ont tendance à noter sévèrement sont des lycées qui sont souvent plus attentifs à la rigueur dans la rédaction ou dans le raisonnement. Ça ne veut pas dire effectivement qu'un lycéen est un niveau moins bon. Or, il pourrait être dévalorisé par sa note qui est inférieure. Et on a une vraie inquiétude de certains parents qui viennent nous rencontrer sur les salons, sur des journées portes ouvertes en nous disant mais en fait il est bon mais je vois bien que ces notes ne reflètent pas nécessairement parce que le lycée. Nous ce qu'on a fait c'est qu'en fait on a fait un système de 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. On a 1 tiers de la note qui va être effectivement la prise en compte du dossier scolaire, bulletin de première et terminale. Alors, les notes, les appréciations. On est toujours dans cette dynamique de l'individu. Et là, effectivement, on va être sur le dossier. Alors, on va aller regarder la note, les évaluations, le classement dans la classe. Mais encore une fois, on peut être bon dans une classe brillante. Et peut-être que si on avait été dans une autre classe, le classement serait différent et pour autant, son niveau ne change pas. Et on va avoir 1 tiers de la note, le 2e tiers, qui va être à la fois externe à la classe, mais potentiellement lié à la qualité de formation qu'on a suivie. Et ça va être le bac de français et un examen externe de langue, soit qui est fourni parce que le lycéen a fait un TOEIC, un ALTS, un Cambridge, peu importe, soit que nous, on met en place dans le cadre de l'étude de dossier. Et le dernier tiers, c'est l'entretien. L'objectif vraiment de ce 2e tiers, c'est d'essayer de neutraliser, je dirais, la pondération des établissements les uns par rapport aux autres, ou en tout cas la sévérité des établissements les uns par rapport aux autres, et d'essayer en fait de mettre une espèce d'équité en fait des établissements les uns par rapport aux autres. Est-ce que tu aurais des conseils pour comment optimiser son dossier pour avoir plus de chances d'être admis à IMTBS ? Je dirais que sur la partie scolaire, les dés sont joués. Oui. Et donc ça va se jouer sur la lettre de motivation. Ça va se jouer également sur la réponse aux 4 questions. Ne pas les bâcler, prendre le temps de construire son projet pour arriver vraiment à réfléchir à ce qu'on a réalisé et à comment on est sorti grandi des différentes expériences en fait qu'on a réalisées. Et puis après, je dirais que c'est la dernière étape, c'est le dernier tiers dans nos 3 tiers, ça va être l'entretien. Maintenant, on va pas se leurrer, c'est probablement le premier entretien auquel les lycéens vont être confrontés. Mais c'est le premier entretien de leur vie, c'est pas le dernier entretien. Et nous, on a plusieurs objectifs. Le premier, avant toute chose, c'est de les rencontrer eux et pas de rencontrer leur stress. Donc ce qu'on fait,
Et ce qu'on propose, on a déjà commencé la semaine dernière lors de la journée porte ouverte, mais on a d'autres événements où on le fait. On prépare les lycéens aux oraux. On leur propose de réaliser des oraux blancs, où on leur fait en fait des retours. Et l'objectif, c'est pas de piper les dés, c'est pas ça, c'est juste de leur démontrer ce qu'est un entretien, ce qu'est un moment de rencontre. Un entretien, c'est pas passer à l'échafaud, c'est simplement apprendre à se mettre en valeur. On ne se réinvente pas, on est qui on est. En revanche, on apprend à se présenter, on apprend à poser les mots, on apprend à s'installer sur une chaise, pas au fond, affalé, etc. On apprend comment on vient s'habiller sur un entretien. On apprend à ordonner son discours. Ils ont 16, 17, 18 ans. On ne va pas demander à ce que ça soit parfait, on ne va pas demander à ce que ça soit une dissertation orale, on ne va pas attendre que ça soit un argumentaire d'un avocat qui plaide à un procès. C'est pas la question. On va leur apprendre à se mettre en valeur. On va leur apprendre à passer au-delà de leur stress. C'est même un événement en fait qui peut leur servir, ou un coaching qui peut leur servir pour le grand oral en fait. Parce que à un moment donné, juste on leur apprend également à parler à quelqu'un d'inconnu et puis à dédramatiser ce que c'est que de se présenter et de présenter un élément de sa vie. Alors c'est même plus compliqué de parler de soi que de parler d'un dossier qu'on aurait préparé comme le grand oral d'ailleurs. Mais comment est-ce qu'on fait pour se présenter sans fausse modestie, mais en toute humilité malgré tout? Voilà, ça c'est un exercice qui est difficile. Et donc, y arriver, la fleur au fusil, le jour de l'oral, ça peut être difficile. Nous, on propose à nos étudiants de ne pas le faire pour la première fois, le jour de l'oral. Une fois que les vœux sont formulés sur Parcoursup, c'est quoi le processus d'IMTBS? Comment ça se passe? Alors, quand tu parles du vœu formulé, de quelle étape parles-tu? Est-ce qu'il faut avoir formulé son vœu ou est-ce qu'il faut avoir réglé ses frais de dossier? La première étape. Alors justement, une fois qu'on a formulé son vœu, c'est le tout début. On vient de poser la main sur la poignée, il va falloir pousser la porte. Donc pour pousser la porte, il va falloir régler les frais de dossier. Et à partir de là, nous, on va pouvoir commencer l'étude du dossier, la fameuse étude du dossier. On va pouvoir envoyer au candidat son examen d'anglais. Soit il nous fournit en fait le fameux test de langue, soit nous, on va lui envoyer sur sa boîte mail. Alors c'est impérativement la boîte mail qui est fournie sur Parcoursup. Tout passe via Parcoursup. La boîte mail qu'il a fournie sur Parcoursup, on lui enverra son test d'anglais. Et puis, via Parcoursup, il va pouvoir s'inscrire à des créneaux pour les entretiens. Et puis, le candidat s'inscrit sur un créneau pour ses entretiens. Et là, je crois que la difficulté, finalement, c'est la patience. La patience parce que, alors nous, on va traiter le dossier, et je dirais que c'est le traitement de la partie dossier Parcoursup, de la partie bac de français, de la partie examen de langue, de la partie entretien. Et on va restituer la totalité à Parcoursup. Parcoursup, au vu du nombre de candidats, de lycéens, au vu du nombre de formations, il y a quand même une base de données qui est importante et donc la machine doit mouliner et doit traiter en fait, ce qui prend plusieurs jours. Et là après on est, je dirais, tous dans l'attente de la publication. Et dans la mesure en fait où on a ce grade de licence, on est contraint par Parcoursup. Alors avoir le grade nous impose Parcoursup, toutes les formations sur Parcoursup n'ont pas forcément le grade, mais le fait d'avoir le grade fait que nous ne pouvons pas être hors Parcoursup. C'est aussi un des engagements en fait du grade. Et donc il va falloir qu'on attende la publication des résultats sur Parcoursup. À partir de là, les étudiants vont pouvoir, les lycéens vont pouvoir sélectionner et se positionner sur notre formation. Je vais revenir sur les oraux, parce que ça c'est quelque chose qui, comme tu disais, qui est quand même très stressant. Si on leur dit de ne pas stresser, ils vont quand même stresser. Est-ce que tu aurais des conseils à apporter, en plus de ceux que tu nous as déjà donnés précédemment, tes meilleurs conseils pour un entretien réussi? Être à l'heure. Déjà être à l'heure, et pour être à l'heure, il faut être en avant. Et ça, c'est une règle de vie. Être à l'heure, être dans une tenue appropriée pour un oral, mais dans lequel pour autant on est confortable. On ne met pas des chaussures neuves pour un entretien. C'est important. Ça paraît anecdotique en fait, mais le nombre d'étudiants qu'on a en entretien et qui arrivent avec des chaussures neuves parce que ce jour-là, on a voulu s'habiller de façon proprette et c'est tout à leur honneur, mais qui se retrouvent du coup dans des postures délicates parce que les chaussures sont douloureuses. Quand on a mal aux pieds, c'est bête, mais en fait on a du mal à se concentrer. D'accord, oui. Donc on est purement sur de la forme, mais en fait il faut être à l'heure, il faut être dans une tenue adéquate face à l'exercice, mais dans lequel pour autant on est confortable. Prendre conscience de sa posture. Et ça c'est pareil, c'est quelque chose qui peut-être se travaille. J'ai parlé des entretiens et de la préparation aux entretiens. Et pour le reste après, on va leur demander surtout d'être intègre, d'être honnête, d'être transparent. On veut juste, nous,
les rencontrer. On a l'habitude quand on passe un entretien, surtout nous parents, des entretiens dits de motivation. Un entretien de motivation, c'est quoi? C'est pourquoi je veux intégrer votre équipe, pourquoi je veux venir. C'est pas ce qui nous intéresse. Un entretien de motivation, ça peut durer 1 heure. Quand on candidate dans une entreprise, on va passer plusieurs entretiens, on a plusieurs étapes, on a plusieurs moments où on peut aller rencontrer les gens. Donc on a le temps en fait, on a du temps, je dirais presque à perdre pour venir dire pourquoi est-ce que je veux venir chez vous. Là, on va avoir 20 minutes à consacrer aux lycéens, aux candidats. On n'a pas de temps à perdre pour ça. On n'a pas de temps en fait pour qu'ils nous expliquent pourquoi il veut venir chez nous, pourquoi est-ce qu'il nous trouve chouette. Nous, on sait pourquoi on est super, on sait pourquoi notre formation en fait, elle a à la fois des accréditations, pourquoi est-ce que l'école est reconnue dans les classements, pourquoi est-ce qu'on a un certain nombre de partenaires alors académiques, d'entreprises qui veulent travailler avec nous. On n'a pas besoin en fait d'étudiants qui viennent nous le dire, surtout à 17 ans. Souvent en plus ils savent pas très bien pourquoi. On n'a que 20 minutes pour rencontrer l'étudiant. Donc ces 20 minutes, elles vont se centrer sur lui. On a juste besoin d'avoir quelqu'un qui, avec toute la franchise, toute la maladresse de cet âge-là, va venir nous parler de ses projets, de ses envies. Si on vient le bousculer en lui disant mais je suis pas d'accord, ou alors et pourquoi, s'il est ferme dans ses opinions, c'est pas grave en fait, on n'est pas forcément d'accord avec les gens. Débattre, c'est pas être d'accord, c'est pas être en conflit, c'est argumenter, c'est expliquer pourquoi est-ce que j'ai cette opinion-là, et c'est être en capacité de défendre ce en quoi on croit. Et on va aller chercher ça en fait chez nos candidats. Cette intégrité, cette sincérité. Tu as un exemple d'un dossier qui t'a vraiment marqué? Oui. C'est une étudiante. Je crois que c'est il y a 4 ans, pour te dire, comme il m'a marqué. J'ai jamais eu de dossier aussi bon que celui-là. Ça a à la fois trait aux expériences qu'elle a vécues et à la qualité des réponses. C'était les 4 questions du dossier. Et c'est une étudiante qui était porte-parole à l'ONU Junior, qui avait, étudiante internationale, et qui candidatait chez nous. Et qui avait vraiment, des actions, je dirais, humanistes. Elle avait ce regard, cette bienveillance tournée vers l'autre. Elle ne vient pas l'intégrer là, on l'a diplômée. Donc elle a gardé toute cette humanité tout au long de sa scolarité. Il n'y avait vraiment rien d'artificiel, et c'est ça qu'on aime, c'est vraiment aller détecter cette sincérité dans les dossiers. Et dans sa rédaction, elle a pleinement utilisé l'espace pour démontrer ce qu'elle en avait recueilli, ce qu'elle en avait appris, et comment elle allait utiliser tout ce qu'elle avait appris ensuite. Alors, pas juste dans notre école, mais pour le reste de sa vie. Et derrière, en fait, on l'a senti grandir, pas juste en tant que j'ai fait quelque chose, mais grandi en tant qu'être humain pour toute la suite de sa vie, par ce qu'elle avait traversé, par ce qu'elle avait vécu. Pour conclure tout ce processus, une fois qu'on est admis à IMTBS, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on est admis, alors c'est là que le vrai accompagnement commence. Ceux qui nous ont déjà rencontrés ont déjà l'impression que l'accompagnement a commencé parce qu'ils sont venus nous rencontrer sur des Vie ma vie bachelor, sur des cours d'immersion, aux journées portes ouvertes, au campus Tours. On voit des lycéens qui viennent déjà et qui ont envie et qui sont là et pour lesquels on est là. Ils ont même à peine effleuré l'accompagnement qu'on peut leur proposer parce qu'en fait, une fois qu'on est admis, effectivement, le vrai accompagnement va commencer parce qu'il va falloir ils sont dans les épreuves du bac et on va leur demander de se projeter déjà sur l'après. L'après, c'est confirmer son vœu, commencer à réfléchir aux questions de financement de sa scolarité et on a des propositions de prêts à taux avantageux, de prêts sans caution, des échéanciers sans pénalité qui peuvent être mis en place et qui sont proposés automatiquement sans souci. On va avoir derrière des questions qui sont liées au logement. On va avoir derrière tout un tas de questions qui vont être quelle langue tu veux suivre pour l'année prochaine. Au fur et à mesure de l'été, il va y avoir un certain nombre de mails qui vont être envoyés pour garder le lien avec nos étudiants. Et puis surtout, premier élément, même avant tout ça, ça va être la soirée des admis. Dès l'annonce finalement des résultats Parcoursup, on invite les étudiants, futurs étudiants admis et leurs parents à venir célébrer ce succès. Jennifer, merci beaucoup. Je pense que tu as rassuré plus d'un parent grâce à cette vidéo. Merci à toi. Je dois avouer que je connais Parcoursup et je sais en fait à quel point ça peut être inquiétant et en même temps on y survit. Stressant parce que c'est engageant, mais en fait ça se passe bien. Mais on passe le bac pour eux, on passe Parcoursup pour eux, on passe le permis pour eux, c'est normal.